Et bonjour à tous et bienvenue sur la 7ème illusion pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude et comme beaucoup maintenant, c'est vrai que je les enchaîne un peu. Je suis Sawyer, je suis votre hôte, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'on se retrouve là en retour de vacances ou à la rentrée ou quoi, peut-être, parce que moi en tout cas lundi je reprends les... Si, je pense que vous écouterez cet épisode après. Mais comme d'habitude je ne suis pas tout seul, je suis avec Joe, comment ça va? Ben ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau film, un film qui est sorti il y a assez longtemps aux États-Unis, si bien qu'on sait déjà qu'il s'est complètement planté au box-office, mais qu'on a que maintenant en France, voilà, au cinéma, puisqu'on parle de Queer, le nouveau film de Luca Guadagnino, donc à qui l'on doit notamment des films comme Call Me by Your Name, comme le remake de Suspiria, comme Bones and All, mais plus récemment comme Challengers avec Zendaya l'année dernière, qui a fait beaucoup débat et dont vous avez déjà parlé sur cette chaîne. Et cette fois-ci, il parle donc de Queer, adapté d'une nouvelle de Lee Burrow, voilà, William Lee Burrow, je crois, si je dis pas de conneries. William Burroughs. William S. William, Burroughs. Parce que William William S. Lee, c'est le nom Burroughs. du héros. Ok, voilà, donc c'est pour ça que j'ai confondu parce que on en reparlera sur les liens entre l'auteur et le personnage principal. Personnage principal qui est ici incarné par Daniel Craig, voilà notre ancien James Bond national, qui est ici dans une adaptation du coup globalement pour vous faire un résumé rapide parce que j'ai pas envie de relire un résumé à l'ociné. Voilà, elle est derrière nous cette époque. Enfin bref, on est en 1950 donc un héros qui s'appelle notre héros il s'appelle William Lee. C'est un expat en gros américain qui vit à Mexico City, qui passe ses journées seul, à se balader globalement dans la ville, jusqu'à ce qu'il croise un homme, voilà, du nom de Eugene Allerton, qui tombe amoureux de lui et voilà cette histoire d'amour cette histoire d'amour peut-être qui va aller peut-être que dans un sens ou dans les deux sens, on ne sait pas encore, je vais pas trop en dire, va les amener à peut-être partir en voyage, partir à l'aventure. Voilà, c'est compliqué de rentrer dans les détails parce que le film dure 2h20 et en même temps, c'est pas une énorme intrigue. Voilà, le film n'a pas une énorme intrigue non plus. À côté de Daniel Craig, vous pouvez évidemment retrouver aussi Drew Starkey, donc dans le rôle de Allerton, mais aussi Jason Schwartzman, Leslie Manville, et aussi, alors ça du coup c'est vraiment un tout petit rôle et je ne sais toujours pas qui joue dans le film, peut-être que tu sauras m'éclairer, mais le réalisateur David Lowery, voilà, à qui on doit The Green Eh Knight, ben, Ghost David Story, Lowery, etc. on le reconnaît bien pourtant parce qu'il est dans la jungle et il indique notre cher héros où se situe aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Ah, c'est marrant, putain, je l'avais pas du tout. Mais bon, écoute, voilà, on va pas rentrer trop dans les détails, mais donc le réalisateur David Lowery qui a une scène. Et donc voilà. Ma première question pour toi, ce serait qu'est-ce que tu penses du cinéma de Guadagnino? Est-ce que tu le connais bien? Est-ce que tu l'aimes bien? Dire que je connais bien Guadagnino, ce serait faux. Comme la plupart des gens, je connais Guadagnino depuis Call Me by Your Name et ses 4 derniers films, dont je déteste profondément Call Me by Your Name. Bones and All est un film très passionnant qui a su me remuer et me faire sortir des émotions que je ne pensais pas possible de la part de Timothée Chalamet. On arrive après sur du Suspiria, qui est son meilleur film pour moi, de ces 4 derniers, qui est bien meilleur que le Argento, qui comprend beaucoup mieux son sujet, qui a une esthétique encore plus imposante, et Challengers de l'an passé, qui, si vous êtes abonné à la Sème Illusion, vous m'avez entendu dire tout le mal que je pense de ce film. On arrive avec Queer, en principe, si un bon film sur 2, c'est du Guadagnino, est-ce que Queer c'est bon? C'est dur à dire, mais en tout cas c'est unique. Mais personnellement, voilà, donc ça va aller beaucoup plus vite. Je connais pas très bien le travail de Guadagnino. J'ai pas vu Call Me by Your Name, j'ai pas vu Bones and All, je suis un inculte, bon voilà, c'est pas grave. J'ai pas vu le remake du Suspiria non plus. J'ai vu Challengers, que j'avais beaucoup apprécié personnellement, je trouvais ça. C'était un film qui était assez intéressant, notamment sur la sensualité, sur le corps, sur la masculinité, dont on reparlera dans Queer parce que c'est un des gros sujets aussi du film. Voilà, et personnellement, j'avais assez hâte de le voir en fait en me basant sur la bande-annonce parce que je trouve qu'il y avait des visuels qui m'intéressaient beaucoup en fait et surtout, je suis toujours plus pour voir Daniel Craig au cinéma parce que je trouve que c'est un acteur qui est vraiment intéressant, qui est plus que James Bond et qui peut faire des choses intéressantes. Bon, il n'y avait pas eu de gros rôles depuis James Bond, si ce n'est les Knives Out. Mais écoute, dans les grandes lignes, qu'as-tu pensé de ce Queer de Luca Guadagnino? Queer, c'est un film qui, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé de reconnaître un truc, c'est que c'est passionnant. C'est un film unique, c'est un film qui est prenant, c'est un film qui nous enferme sous un soleil de plomb pour nous raconter une mort de désir, une recherche amoureuse qui n'aboutira ou pas. Et c'est des errances de personnages que j'adore. J'adore les films qui se passent comme ça sur des îles,
Ici, c'est le Mexique, mais c'est quasiment filmé comme un endroit en dehors de tout le monde. C'est brillant sur son premier acte. Mais pourquoi je parle de premier acte? C'est que Queer est un film qui a une narration qui est divisée en 3 actes. Le premier est à part, le 2 et le 3 se relient, il y a un épilogue après. Le 2 et le 3, je suis moins fan, ça reste passionnant, mais beaucoup trop décousu dans ce que ça veut dire. On nous ramène un plot dont on s'en fout un peu, parce que Guadagnino n'a jamais été aussi bon dans Queer que quand il filme juste des personnages et des destins brisés, et non une intrigue déterministe. Mais est-ce que ça va réussir ou pas? Malheureusement, il veut fonder d'un épilogue que tout le monde a compris dès le deuxième acte, et c'est le final de Queer qui dérange, pour moi. Et je suis d'accord avec toi, Schwartzman, immense performance, mais c'est un des meilleurs acteurs américains, on est habitué à le voir. Et Daniel Craig, pour une fois, il joue, c'est agréable. T'es vraiment le master troll, c'est terrible. Mais non, Ah, très c'est pas honnêtement, du l'habitude coup, dans les James Bond, et dans des films comme Logan Lucky, ou désolé, Logan Lucky, c'est encore une persona comme on la connaît dans ses rôles d'actionneur. ah, moi je l'aime Euh, bien dans Logan Lucky. mais moi, j'aime bien le film aussi. Mais ça reste des personnages, tu vois, assez ressemblants. Queer, on l'a jamais vu Oui, jouer ça avant. c'est vrai que pour le coup, et bah c'est merci de me tendre une page parce que c'est vraiment moi ce que je préfère dans enfin c'est mon truc préféré du film, c'est la performance de Daniel Craig. Je trouve que d'ailleurs, parce qu'on enregistre ça juste avant le gros week-end des Césars et des Oscars, je trouve que Daniel Craig est un des très grands oubliés et snobés de cette cérémonie des Oscars parce qu'il méritait totalement d'être là et il a totalement sa place. Parce que voilà, je vais crever l'abcès. Moi, Queer est probablement le film que je préfère pour l'instant de l'année. C'est un gros choc pour moi en fait. Et en fait, cette critique va être compliquée parce que le film m'a assez désarmé. En fait, j'ai un peu du mal à poser les mots sur ce que j'ai vu, que ce soit pour le défendre ou pour vraiment exprimer en fait ce que j'ai aimé dedans. Tellement je trouve le film dense en fait et assez passionnant. Et donc voilà, moi c'est un film qui m'a totalement conquis en fait, alors que de par ses 2h20, alors à la base je crois qu'il dure 3h10, la version qui a été envoyée à Venise par Guadagnino dure 3h10, donc c'est quand même un film qui est très long, auquel il faut s'accrocher. C'est vrai que si on n'accroche pas, ça peut être un peu une torture. Mais personnellement, moi j'ai passé un excellent moment. Et le fait est que, euh, comment dire, je trouve que c'est un film qui est vraiment dense, mais c'est un film où vraiment on a du mal à poser les mots dessus. Et déjà, ça arrive par le contraste où Guadagnino, je connais pas bien sa carrière, mais il a quand même des choses où des fois il pose des trucs très particuliers, très surnaturels, comme les trucs avec les cannibales, etc. dans Bones and All, qui filment d'une manière qui a l'air très brute, en fait très réaliste. Tu me corrigeras si je me trompe pour le coup. Et dans Queer, justement, il va filmer un truc pas d'une banalité totale, parce que justement, il y a des trucs anachroniques qui sont faits exprès, notamment avec le Nirvana et la bande-son, on en parlera, qui est choisi. Mais il va filmer un truc qui peut parfois paraître très banal et qui peut parfois paraître très simple, en fait, comme un homme qui se balade dans une ville, avec des effets de style pas outranciers, mais en fait euh, transcendants, en fait, et qui vont parfois, en fait, paraître très denses. Très, moi, il y a des effets que je trouve absolument magnifiques qui sont juste dans une conversation avec une main, en fait, une main, presque une espèce de main fantôme, en fait, qui veut toucher, en fait, le visage de quelqu'un qu'il aime, en fait. Et moi, c'est des effets de style que je trouve absolument marquants et qui surlignent, en fait, l'aspect banal, mais en même temps, le mental, en fait, de ce personnage-là, qui est très inspiré du personnage de Borrow, qui a écrit sur lui-même, parce qu'évidemment, Queer est adapté, du coup, justement, d'un roman. Bah, c'est très clairement adapté de sa vie, en fait. Il y a un truc dont j'ai parlé, où je me suis renseigné, justement, qui arrive à la toute fin du film, donc on en parlera plus à la fin, mais qui est très inspiré de sa vie. Une scène avec un verre, je pense que tu verras tu verras de quoi je veux parler, qui est inspiré de sa vie pour le coup. Et donc voilà, c'est très inspiré de lui, mais voilà, je trouve que côté mise en scène et côté photographie, je trouve que c'est à tomber, quoi. Oui, esthétiquement parlant, oui, c'est à tomber. En même temps, quand on a le chef-op de Monsieur Happy Japon rester cool, c'est facile. Et pour te répondre sur Bones and All, c'est terre à terre de la manière dont il montre le cannibalisme, mais de la manière dont il le conceptualise, c'est toujours suresthétisé. C'est des relations mentales, encore une fois, avec un sous-texte sur la sexualité et un sous-texte sur l'adolescence. Queer, tu parles de cette main fantôme, c'est ce que Freud appelle le surmoi. Et c'est là où on lance queer. Queer, c'est quoi? C'est un désir qui est intériorisé. Pense à ce journaliste français qui, en interviewant William Burroughs, a osé lui poser la question de
comment avait-il ressenti sa honte homosexuelle? Parce qu'encore une fois, Burroughs est gay et c'est un film sur lui et donc on est là, on est dans un désir qui est complètement canalisé par un personnage qui n'aime que lui. Je ne sais pas si tu l'as remarqué également, mais le personnage de Lee, dans toutes ses conquêtes, va essayer uniquement de se rechercher lui. Il va s'en fiche, il s'en fout complètement du désir de l'autre. Ce qu'il aime, c'est se retrouver dans quelqu'un d'autre. Et cette main dans ce cinéma-là, c'est complètement ça. C'est il veut y aller. On voit un film parce que Guadagnino fait aussi des parallèles avec sa vie parce que c'est Guadagnino et s'identifie comme William Burroughs. Mais cette main, c'est ça. C'est une main fantôme que tu ne verras pas. C'est un désir qui n'aboutit pas. Et c'est ça, queer. Même si j'aurais préféré que le film aboutisse quelque part. Plutôt. Bah, je trouve que c'est ça qui est assez passionnant avec le film, c'est justement le fait que je le trouve totalement abouti niveau cinéma pour le coup, donc là je pense qu'on aura peut-être un désaccord, mais je trouve que justement le film arrive à justement encapsuler ce truc de frustration en fait de qu'est-ce que c'est aimer quelqu'un quand on n'est pas sûr que la personne l'aime en retour. Je pense qu'on partira vite en spoiler parce que ça devient vite chiant parce que il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut qu'on évoque, notamment sur la troisième partie dans la jungle, etc., dont on parlait au tout début. Mais justement, ce truc qui est vendu comme une très grosse épopée qui au final a un petit moment en fait, est un truc de que le personnage de Daniel Craig veut partager avec le personnage d'Ayrton justement. Et moi qui est un truc que je trouve très beau en fait, justement, c'est un personnage qui veut exprimer son désir et son truc et qui n'y arrive pas. Et moi il y a des plans justement, des plans fixes et justement le film doit durer cette durée là pour montrer aussi l'ennui en fait, le temps qui dure. Moi il y a une scène que je trouve complètement folle, qui est en gros une scène où après globalement avoir pris une bonne grosse dose de drogue, Daniel Craig justement, il y a un énorme plan fixe qui dure quoi facile 2 minutes, un truc comme ça sur le personnage de Daniel Craig. Et en fait justement cette scène-là est d'une simplicité folle, mais juste avec en plus une musique, je la recherche justement en vous parlant parce que c'est une musique moi que j'aime beaucoup, voilà, Leave Me Alone de New Order. Moi, ce plan fixe, en fait, justement, sur Leave Me Alone, moi, je le trouve vraiment beau. Et justement, ça rejoint un truc que je veux dire, justement, sur l'anachronisme, en fait. D'ailleurs, on en parlait avec Jus en privé, ça. L'anachronisme des musiques, en fait, dans le film. C'est-à-dire que c'est un film qui se passe dans les années 50. Et pourtant, on va avoir comme As You Are de Nirvana, on va avoir du Prince, on va avoir justement du New Order. Euh, c'est un truc justement d'un personnage perdu dans le temps en fait, qui a l'air, qui fait un peu irréel en fait. Et ce personnage-là justement paraît un truc où ses musiques sont cohérentes dans le truc parce que justement c'est un personnage perdu. En fait, je sais que j'ai du mal vraiment à poser les mots sur le film parce qu'il m'a vraiment désarmé. Mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire globalement. Mais je vois ce que tu veux dire. Et avec Guadagnino, la cohérence, c'est pas son truc. Donc ça va. Mais je vois exactement la séquence dont tu parles. C'est extrêmement dommage que tu en parles en ce qui n'est pas spoiler, parce que encore une fois, c'est très compliqué de parler de queer sans spoiler. Et oui, pour moi, là où pour toi ce désir qui n'aboutit pas, ce jeu de séduction, je le trouve pas dans queer. C'est pas un truc que je vois dans le film. Parce que pour moi, c'est littéralement quelqu'un qui veut juste se rechercher lui et qui va juste consommer quasiment l'homme au sens charnel. Il recherche l'amour, mais ce qu'il recherche dans l'amour, c'est consommer. C'est se satisfaire lui qu'il est encore en vie, qu'il est encore un bon écrivain, qu'il plaît encore, et que non, il est juste ringard dans le film. Et c'est vraiment cette cassure intérieure qui passionne chez Craig. C'est un truc qui est passionnant et justement le personnage de Daniel Craig, c'est vrai que c'est un personnage qui est à la fois assez pathétique, en fait, qui peut être assez en tout cas dans la première partie, qui peut être assez intimidant en fait et assez qui peut foutre un peu les jetons en fait, je trouve, par son espèce de grands trucs, de grandes paroles, etc. Il peut vraiment foutre les jetons des fois. Et en même temps, c'est un personnage pour lequel tu as une espèce de fascination en fait. C'est un personnage qui passionne de par son physique et de par son truc, en fait, justement, Daniel Craig est complètement utilisé à contre-emploi, je trouve, justement, dans ce rôle-là, et je le trouve absolument incroyable. Et moi, je trouve que, justement, c'est là où ça résume tout le film. Moi, il y a un truc, justement, il y a une phrase qui est utilisée dans le film où le personnage de Daniel Craig dit I want to talk to you without speaking. Moi, je l'ai vu en anglais, mais c'est, en gros, je veux te parler sans te parler.
qui du coup va faire référence après à un autre événement. On va très vite spoiler, hein, vraiment, parce que voilà. Mais que je trouve vraiment belle parce que c'est justement une épopée sans non plus tous les espèces de grands trucs que pourrait avoir une espèce de grande épopée en fait lyrique d'un grand film comme ça qui dure longtemps. Et ça résume presque tout le film en fait. Je trouve que c'est d'une beauté absolument dingue et justement ce personnage de Daniel Craig qui parle énormément, qui occupe vraiment tout l'espace vocal en fait dans cette première partie, qui pour la première fois quand il rencontre Alerton peut faire juste une espèce de grand geste. En fait, des fois, ça rappelle vraiment le mime. En fait, des fois, il y a des scènes où les personnages ne parlent pas, font juste des espèces de grands gestes. Moi, c'est quelque chose que je trouve assez beau, en fait, et assez fin. Et c'est ce qu'il dit justement dans des interviews ou quoi, parce que je suis allé regarder après. C'est un film que je trouve assez transcendant, en fait, par l'aspect inabouti de cette relation et de cette romance, en fait. On parlera après de la fin. On va très vite spoiler, je pense, même après que toi, t'aies pris la parole sur ça. Et encore une fois, je suis perdu par rapport à ça. Parce que, ok, tu veux faire une épopée sans tout le lyricisme derrière, mais tu es beaucoup trop lyrique pour parler d'une absence de lyricisme. Pas Pour possible. moi, c'est justement ça le contraste. C'est ça qui est passionnant. C'est que Oui, le mais film, tu justement, loupes utilise un truc de le lyricisme parce que l'essentiel dans des effets de style qui sont tous magnifiques. Pour te dire, je ne suis pas lyrique. Non, tu l'es. Mais parce que c'est pour moi, c'est tout ce que veut s'interpréter le personnage de Daniel Craig. Vous l'aurez compris, je pense que même si toi, tu as beaucoup plus de réserve que moi, on vous encourage quand même à aller voir Queer et à aller vous faire votre propre avis, parce que c'est un film qui est quand même assez dense et assez passionnant. Nous, de notre côté, on va passer en partie spoiler. Et justement, donc, cette révélation à la fin, justement, donc, les personnages, pour grosso modo faire un résumé totalement spoilable, enfin totalement avec spoiler pour les gens qui s'en foutent, grosso modo, les personnages vont aller partir en voyage ensemble après avoir couché ensemble parce que justement le personnage de Daniel Craig sent que l'autre personnage est en train de créer beaucoup plus de distance avec lui. Et en fait, donc ils vont partir en voyage et le personnage de Daniel Craig veut chercher ce qu'on appelle une plante qui s'appelle le yagé, Le Yahé. et qui est une plante, le yagé, pardon, et qui est une plante du coup qui permettrait de voir à travers l'autre, en fait, d'avoir un espèce d'aspect de miroir et qui permettrait de communiquer avec l'autre par la pensée, donc de la télépathie. Et du coup, c'est quelque chose qu'il veut faire parce que le personnage de Daniel Craig a l'impression en fait d'avoir une scène en fait où en fait il a l'impression de avoir un problème de communication en fait de ne pas arriver à communiquer ses émotions au personnage, quelque chose qui peut aussi se retrouver avec les spectateurs du film justement, mais il a du mal à justement communiquer avec l'autre personnage. En tout cas, il interprète ça comme ça. Il interprète cela comme la raison pour laquelle il n'arrive plus à vraiment créer un lien avec lui en fait, surtout que l'autre personnage de Allerton euh, traîne aussi avec des femmes, etc. Donc il ne comprend pas vraiment sa sexualité, s'il est vraiment queer ou pas, parce que il y a beaucoup de personnes queer en fait justement dans le film et notamment dans les amis de Daniel Craig, parce que justement, comme on le dit, et ce que tu disais par rapport à Borrow, le personnage de Borrow, enfin le personnage de Daniel Craig est une incarnation de Borrow. Et encore une fois, voilà, l'homosexualité était très mal vue dans les années 50, donc d'où le fait que beaucoup de personnages soient justement dans cette ville de New Mexico. Et cette révélation que tout le monde attendait globalement, avec ces deux personnages après avoir pris la plante qui se dit mais en fait je suis pas queer, j'aime enfin pas j'aime pas les hommes mais je ne suis pas queer, et l'autre qui dit qu'il le sait, c'est justement tous ces effets styles qui essayent de cacher en fait justement la pure vérité, et un truc terrible en fait de bah non ils ne peuvent pas être ensemble et c'est comme ça. Et moi justement c'est là où l'effet de style est assez magnifique en fait, et pour moi justement tout se marie très très bien ensemble, et les effets de style justement le côté lyrique du film est là pour montrer justement la vie que rêverait d'avoir Daniel Craig en fait, malheureusement en fait avec un amour qui ne pourra jamais être en fait. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais ça reste que pour moi, aussi grande déprime ne peut pas être exprimée par autant d'effets si il a pour but de se séparer du lyrisme. Pour Bah, il moi, se si sépare pas beaucoup Guadagnino du lyrisme. veut, pour moi, si tu veux filmer le vrai, cette cassure-là, tu peux pas rentrer dans l'effet de style. Il aurait fallu le dilater à ce moment-là. Ok, cette scène sur New Order, après il lui dit qu'il n'est pas queer et arrête ton film là. Arrête ton film sur du brusque. I know. Mais non, ça continue et ça rentre sur après un épilogue qu'on a déjà compris, mais parce que Burroughs, je voulais vous le préciser, mais j'aime pas Burroughs. Ah oui bon, bah, ça la met mal pour le film quoi, pour le coup, parce que c'est vraiment l'incarnation du truc quoi. Et honnêtement, la fin c'est du pure Burroughs, donc j'accroche pas. Et en plus, je trouve que c'est kafkaïen pour pas un sou quoi. Bah À la la fin, fin du coup, mais bah ouais. à la fin du coup, globalement, il rentre dans son passé pour tuer son mec.
Alors, c'est justement, en fait, c'est une référence au fait que le personnage de Daniel Craig, beaucoup de fois, dit justement: «Ah, j'ai plus le droit d'aller aux États-Unis, et cetera». Il fait référence au fait que ce soit à cause de l'absinthe enfin, en tout cas, Non, de de la l'opium. boisson. Non, De de quoi? l'opium. De l'opium, de De la drogue. l'opium, pardon, pas l'absinthe, oui, je dis n'importe quoi. Parce que oui, De il y a aussi une l'opium. maladie qui est liée à un moment, le film va vouloir faire un parallèle qui pour moi est un écho à la crise du sida, mais il en parle comme une crise des opiacés. C'est vrai qu'on peut en faire, on peut en faire un lien, en fait, avec, ce Et dont du veut coup, parler le c'est film. justement à cause de cette dépendance-là qu'il ne peut plus aller aux US. Alors, attends, je t'explique aussi pourquoi. Parce que je sais pas si tu as du coup cette news-là, mais en fait, dans la scène finale, du coup, qui est une scène globalement imaginée en fait dans la tête de Daniel Craig, Bien sûr. euh, le personnage de Allerton justement met un verre sur sa tête, et Daniel Craig sort son flingue et essaye de tirer sur le verre, mais il tire dans la tête de Allerton et le tue. Évidemment, Allerton n'est pas mort parce qu'il est parti, je crois, en Amérique du Sud, Il est comme le dit reparti le là où personnage de il était Schwarzenegger. avant avec, Lee, mais il est parti avec un soldat. Voilà, justement. Et donc, voilà. Et en fait, donc, si du coup le personnage est un truc, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond? Et ben, c'est parce que Burroughs a tué sa femme, en fait, de cette manière-là, en fait, dans la vraie vie. Ce qui fait, entre autres, qu'il a été interdit de territoire aux États-Unis. Peut-être que les gens me corrigeront, mais de ce que j'ai compris, c'est ça, globalement, je suis allé faire des recherches. Donc, globalement, c'était ça. Donc voilà, ça fait référence à ce truc-là et à cette espèce d'éternelle solitude avec un plan que je trouve absolument magnifique avec lui assis en vieil homme avec justement cette chambre qui n'a pas bougé si ce n'est la fenêtre justement avec les grands buildings etc qui ont évolué, donc on voit que ça se passe quand justement Boris est devenu un vieil homme et avec justement cette espèce de vision du miroir avec Allerton qui se couche à côté de lui, qui est globalement je crois la dernière scène, hein, mais qui ont moins un plan final que je trouve Qui est magnifique. la dernière scène du film. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est la vraie histoire. Il a vraiment tué sa femme en reproduisant la célèbre scène de Guillaume Tell complètement bourré. Mais c'est là où le film se perd. euh, je suis pas Parce d'accord en fait qu'il parce que offre, justement enfin par cette scène-là, il offre une issue au personnage de Lee, mais il bloque Everton comme un personnage fonction. Alors que, justement, toute la problématique du film était que Lee ne voyait les hommes que comme des fonctions. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, Everton en devient une. Donc le film donne raison à Lee. mais parce que justement, non, justement, je trouve qu'il justement il voit le personnage de Lee comme absolument seul en fait et n'ayant personne en fait à chaque fois. Et c'est un truc assez triste parce que justement le personnage de Lee n'a sûrement pas évolué en fait. Le film ne montre pas Alerton comme une fonction. Enfin bref, je trouve justement que le personnage ne montre pas Lee, ne donne pas raison à Lee en fait. Mais justement, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé parce que le film est assez dense. La scène de Nirvana aussi, comme Azuar pour introduire le personnage, moi je la trouve assez magnifique. Il y a vraiment des. En fait, il y a un truc assez insatiable en fait dans ce film qui moi me passionne vraiment au plus haut point. Ben, moi aussi, ça me passionne. Toute l'intro est passionnante. Parce qu'on est dans un jeu de temps, dans un jeu d'espace. Tu introduis des personnages uniquement par leurs troubles et c'est magnifique. Mais encore une fois, tu as compris que dans mon argumentaire, c'est comment le film se décante, mon problème. Bah en fait, je peux comprendre ça, mais justement tout le film va être justement sur la vision de l'amour du couple, etc. Le personnage aussi dans la jungle, donc justement le personnage de Leslie Manville qui joue la botanologiste, justement elle fonctionne aussi par sa passion, mais aussi justement son amour avec globalement son mari, je crois, parce que justement le dernier plan dans lequel tu les vois, c'est eux justement qui se posent la tête les uns contre l'un contre l'autre. Je trouve que justement il a une vision justement de la solitude, de ce que c'est en fait justement être complet, etc. Que moi je trouve assez passionnant. Mais je suis conscient en fait pour le coup, on dirait un truc de désamorçage, mais que je suis pas très bon sur cette critique vraiment parce que le film m'a tellement perdu en fait que j'ai vraiment du mal à poser les mots dessus. Mais voilà, si je devais conclure là, je vous encourage à aller voir Queer. Je trouve que c'est un film qui est absolument passionnant et qui fait déjà presque partie de mes films préférés de l'année. Moi, je suis également déboussolé parce que j'ai du mal à rebondir sur ce que tu dis parce que je l'ai vu ce film il y a quasiment plus d'un mois. Ouais. Et c'est pas un film qui me quitte en fait. Mais c'est un film où chaque jour je me pose une nouvelle réflexion dessus. Et ça Bah, revient. ouais, c'est. C'est pas dans mes films préférés de l'année, mais ça va pas du tout être un film que je vais descendre. C'est Oui, un bah film oui. inabouti, un film que je trouve parfois brouillon, mais très souvent intéressant.
Bah écoute, on va conclure là-dessus parce que c'est vrai que on est désolé, c'est vrai que c'est une critique un peu spéciale parce qu'on est un peu perdu en fait dans nos arguments et dans nos dans nos arguments en fait tout court. Mais c'est vrai que c'est assez déboussolant en fait. Mais en tout cas, on vous encourage à aller voir Queer. Voilà, je sais que c'est un film qui fait beaucoup débat en ce moment même. J'ai vu des gens mettre des 4,5, des 2, etc. C'est vraiment un film qui fait énormément débat. Moi pour le coup, j'ai beaucoup apprécié. Joe un peu moins, mais il n'enlève pas que c'est un film vraiment très intéressant. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve pour une prochaine critique très bientôt. Merci beaucoup à toi, Joe, en tout cas, d'avoir partagé cette critique Merci à avec toi moi. également. Bah, merci à toi, écoute, pour cette critique un peu spéciale, c'est vrai, pour une fois, on peut le dire. Mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, évidemment, à partager si ça vous a plu, à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question. Mais écoutez, à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Ah oui, c'est vrai, c'est encore Bad entier.